C'est pour ça que je ne suis pas en face de vous. Alors, si je ne me trompe pas, ça doit être ça. Alors, la planification d'une biographie. On commence toujours par le lien familial. C'est-à-dire que vous allez commencer par faire la généalogie de la personne. C'est obligatoire, on ne peut rien faire sans avoir d'abord fait la généalogie. La généalogie, ça veut dire les origines, c'est-à-dire la filiation, bien évidemment. Donc nous, Mathias Loras, on ira chercher sa filiation. On ira chercher sa fratrie, c'est-à-dire les personnes qui gravitent autour de notre personnage principal, de façon à avoir les influences qu'il y a des uns et des autres sur ce personnage. Et ensuite, on fera également de la démographie. N'oubliez jamais qu'en généalogie, il faut toujours faire de la démographie. À quel âge ils se marient, à quel âge ils décèdent, à quel âge ils ont leur premier enfant, leur deuxième enfant, etc., etc. Donc toute généalogie s'accompagne de démographie. Ensuite, je vais étudier le lien social, c'est-à-dire tout ce qui est la société qui entoure mon personnage. Donc, je vais forcément aller chercher les métiers, les professions au XIXe siècle, les corporations sous l'Ancien Régime. Je vais essayer de localiser où est ce métier, je vais essayer d'étudier quels sont les tenants et les aboutissants de ce métier et comment il s'inscrit dedans. D'accord? Et ça aussi, j'aurai des documents à aller chercher à ce sujet. À partir de là, il faudra que je fasse également un état des relations et un état des revenus. Donc, je verrai à ce moment-là la fortune de ce personnage et voir de la famille et de ceux qui l'entourent. Et je verrai également dans quelle mesure les revenus financiers sont intervenus à propos de ce personnage. Ensuite, il y a le lien politique. Le lien politique, c'est toutes les fonctions, implications, conséquences qu'il peut avoir dans la vie de la cité. Ensuite, il y a le lien religieux. Donc, j'aurai également une formation, petit et grand séminaire, la prêtrise, les nominations, les actions. Tout cela concerne évidemment un religieux, quelqu'un qui fait son sacerdoce et qui après, évidemment, accomplit ce sacerdoce. Donc, je verrai dans quelles circonstances il l'accomplit. Et tout cela va me donner des documents, des entrées complètement différentes. Et puis alors, pour des personnes qui sont laïques, j'irai chercher tout ce qui est action de bienfaisance. Et à partir de là, sous l'Ancien Régime, on appelait ça les confréries. Confrérie du Saint-Sacrement, confrérie du Rosaire, par exemple. Vous avez quantité de confréries charitables auxquelles va adhérer mon personnage. Il y aura également les implications dans l'Hôtel-Dieu. Par exemple, s'il est administrateur des hôpitaux, de la charité ou de l'Hôtel-Dieu, donc tout ça va arriver à ce niveau-là, dans le cadre de la bienfaisance. Et puis enfin, j'aurai le fameux lien militaire, beaucoup plus difficile pour l'Ancien Régime, puisque je suis dans les enrôlements au moment où il s'engage, mais sinon pour le XIXe siècle, évidemment, ça sera beaucoup plus facile, puisque là, nous avons la conscription et nous avons des carrières et je pourrais retrouver des dossiers, surtout pour les gradés, notamment à Vincennes, à Paris. Donc, sur quel document je vais m'appuyer? Eh bien, vous les généalogistes, vous le savez, l'état civil sur Internet, bien évidemment. Maintenant, il est presque intégralement numérisé pour l'ensemble de la France. Donc, ça va être facile de le faire. C'est de la généalogie toute simple. Ensuite, il me faudra les minutes de notaire aux archives départementales ainsi que, si possible, des inventaires. Parce que les inventaires vont me donner l'état des lieux et des revenus financiers. Les inventaires peuvent également me donner des pistes pour avoir des notaires, des contrats que je n'arrive pas à trouver parce qu'ils sont inscrits dans la liste des titres et papiers des inventaires. Donc, d'autres minutes de notaire, comme des baux pour des ventes, des achats de maisons, etc. Comme tout à l'heure, je parlais de la localisation du métier, par exemple, l'endroit où il s'était installé, eh bien, je peux trouver s'il a acheté la maison, s'il est en location, si c'est un immeuble de rapport. Tout ça va se trouver dans ce qu'on appelle les baux de notaire.
Pour les événements historiques sur la région, eh bien, j'irai évidemment chercher tout ce que je peux trouver d'abord sur Internet. Ça me donnera des pistes. Aux archives municipales, bien évidemment, aux archives départementales. Et je regarderai dans les séries C, particulièrement pour l'Ancien Régime, pour tout ce qui est provincial. Et puis dans les séries M, pour tout ce qui est le 19e siècle, où je verrai là arriver des titres agricoles, par exemple, ou des participations de la personne dans différentes actions. Gallica, il ne faut pas l'oublier, hein, la Bibliothèque nationale de France, qui a en partie, beaucoup de choses sont numérisées, et là j'ai trouvé notamment des lettres éditées par le Collège de l'Horace à Dubuc, donc ça a été une des pistes pour trouver les lettres, et je me suis heurtée, alors voilà, un problème, c'est que quand j'ai dû faire le parcours de l'Horace aux États-Unis, où est-ce que je trouve les documents? Au départ, moi qui n'avais pas trop l'habitude de chercher ce type de recherche, de faire ce type de recherche, j'ai pensé aux archives diocésaines. Bon, c'était un peu logique. Eh ben, pas du tout. Je ne risquais pas de trouver quelque chose là-bas. Par contre, je me suis aperçu que dès l'instant où on touchait aux missions, que ce soit Océanie, aux missions d'Asie, aux missions américaines, eh bien, on avait tout simplement les œuvres pontificales missionnaires, qui est une documentation extrêmement fournie, qui est rue Sala à Lyon, et où j'ai été reçue merveilleusement bien, et on m'a sorti tous les dossiers que je désirais. Et on m'a permis de faire des numérisations, on m'a donné des photocopies, on m'a aidé. Bref, je me suis aperçue que en cherchant bien, finalement, on a des endroits, des bibliothèques, des documentations que finalement on ignore un petit peu. Moi, j'avoue que les œuvres pontificales missionnaires, je n'avais jamais mis les pieds. Et ça m'a permis de faire toute la deuxième partie du diaporama, c'est-à-dire de voir tout le parcours de Mathias Loras aux États-Unis. Alors que je ne trouvais strictement rien aux archives départementales, pas grand-chose aux archives municipales et au diocèse. Alors là, voilà. Alors, voilà en gros comment se planifie une biographie. Vous voyez que c'est quelque chose qui demande une chronologie, hein, qui demande une généalogie bien précise. Hein, il faut des dates, des noms, que tout ça soit bien étiqueté, de façon à ne pas faire d'erreur. Attention aux homonymies également. Hein. Et puis là, on va nous osciller entre la fin du 18e et le milieu du 19e. Donc on touche à la fois sur des documents qui font partie de ce qu'on appelle l'Ancien Régime et des documents qui font partie sur ce qu'on appelle le Fonds moderne, c'est-à-dire le 19e siècle. Alors, si je ne me trompe pas... Alors, j'ai retrouvé 2 portraits de Mathias Loras. Bon, ça n'a pas été trop compliqué. Hein. Ce qu'on voit, c'est qu'il est baptisé le 29 août 1792 à Lyon. Alors, je l'ai trouvé à la paroisse Saint-Paul. Et qu'il est décédé en 1858 à Dubuque, dans l'Iowa. Bon, donc, ce qui m'a permis de voir, vous voyez, j'ai les 2 dates, naissance et décès. Donc, à la fois, j'ai des dates butoirs. C'est ce qu'on appelle les dates butoirs en généalogie. Date de naissance, c'est une date butoir. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Ce qui s'est passé après. Et j'ai une date butoir, c'est-à-dire son décès. Moi, j'arrête la recherche en 1858. Voilà, j'ai mes 2 dates butoirs. En généalogie, il faut toujours avoir des dates butoirs, de façon à ce qu'on cherche par rapport à avant et par rapport à après. Alors, les portraits sont intéressants. Pour ceux qui font un petit peu de morphologie, il ne faut pas oublier qu'il faut faire un peu de tout en généalogie. Je trouve que c'est une belle figure d'homme, costaud, hein, regardez-le, bien bâti. Je pense que c'est un homme relativement grand, certainement. En tout cas, c'est pas le petit homme malingre qui va s'engager dans une mission assez périlleuse, on le verra. On voit que c'est un bel homme très costaud. Voilà, moi je l'ai bien aimé, mon Mathias Loras. Je le trouve beau. Bon, écoutez, il faut avoir un petit peu d'empathie pour les personnes sur lesquelles on fait de la recherche. Sinon, bon, ça reste des... un petit peu d'empathie, c'est pas déplaisant.
Alors, voilà. Première chose à faire, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher l'acte de baptême. Voilà, parce que comme nous sommes en 1792, donc c'est naissance. Voilà, naissance, baptême, là il y a un petit mélange encore, hein, de vieux style. Alors on le trouve à Saint-Paul, le voilà. Et qu'est-ce qu'on constate tout de suite? Je vous l'ai entouré. On trouve les deux orthographes. L'Horace, L-A-U-R-A-S, l'Horace, L-O-R-A-S. Disons tout de suite que il faut qu'on se détermine en généalogie, quand vous avez comme ça des multiples patronymes, ce qu'on appelle la dysorthographie, il faut vous déterminer. Qu'est-ce que je fais? Parce que le logiciel informatique, lui, il en reconnaît qu'un. Il n'en reconnaît pas 36. Si vous commencez à mettre 36 patronymes, votre logiciel, il éclate. Donc, vous choisissez au départ. Moi, j'ai pris l'Horace, L-O-R-A-S, parce que c'est celui qu'on retrouve tout le long qu'il est évêque. Mais je dois reconnaître que très souvent, je trouverai encore écrit L-A-U-R-A-S. Donc, effectivement, il y a cette dysorthographie. Et vous en avez un exemple là, où sur le même acte, regardez, le curé Colombe baptise Pierre-Jean Mathias. Alors j'ai souligné Mathias, parce qu'en fin de compte, il va se faire appeler définitivement de son troisième prénom Mathias, et ce Pierre-Jean va disparaître, on le verra pratiquement plus. Donc on ne voit toujours que Mathias l'Horace. Et si vous avez remarqué dans la première diapo que j'ai passée, où il y avait l'évêque du Buc, là, bishop du Buc, il y avait Mathias en bas. Parce que les évêques signent toujours de leur prénom. Donc il va signer Mathias, évêque de Dubuc. Donc on voit bien que c'est Mathias, c'est pour ça que j'ai souligné le prénom. L'Horace, fils de Jean-Mathias l'Horace, négociant, et d'Étiennette Michalet, son épouse. Bon, on a les parrains et marraines, ça c'est classique. Je verrai tout de suite, alors je vais faire de la généalogie, je vais remonter une, voire deux générations pour trouver les origines. Je vais voir tout de suite que les parents se sont mariés à Aîné, que Jean-Mathias l'Horace épouse la fille d'un dessinateur sur étoffe de soie, qui lui apporte quand même 12 000 livres en dot. Pour l'époque, c'est quand même très beau, ce qui veut dire quand même qu'il fait un très beau mariage. Il est marchand épicier installé rue Lennery à Saint-Paul. Alors, on verra que le numéro de la rue est un peu fluctuant. J'ai trouvé des 90, j'ai trouvé des 120, j'ai trouvé finalement 20 rue Lennery. Ça a l'air d'être définitivement 20, mais comme à l'époque, les numéros des rues sont un peu aléatoires, c'est un petit peu difficile de déterminer le 20 rue Lennery. La fortune des Michalet est importante, puisque quand le père Michalet, donc le père d'Étiennette Michalet, la mère de Mathias, décède, eh bien, il a quand même 103 000 livres à donner à deux de ses filles et un de ses fils. Il n'a pas beaucoup d'enfants. Donc, c'est quand même une belle fortune. Les Michalet, c'est quand même une belle fortune. Et on peut considérer que Jean-Mathias fait quand même un beau mariage pour un épicier qui arrive de Saint-Cyr-Mont-d'Or, si je me souviens bien. Alors, voilà, je vous ai tiré ce que me donne le logiciel. Donc, la famille L'Horace est originaire de Saint-Cyr-Mont-d'Or comme tailleur de pierre, ce qui est quand même tout à fait classique, hein, puisque Saint-Cyr-Mont-d'Or, c'est là où on taille les pierres et qu'on amène à Lyon après sur la Saône pour les constructions lyonnaises. Et on s'aperçoit qu'il y a un nombre d'enfants quand même relativement important. Donc, on voit Jean-Mathias L'Horace, vous voyez, marié avec Étiennette Michalet. Et on voit, je crois, 11 enfants, dont Mathias est le 10e. Et ce qui va être étonnant, c'est que sur ces 11 enfants, il n'y en a qu'un qui décède, et qui décède même à l'âge de 12 ans. Alors là, pour l'époque, c'est quand même relativement bon pour les généalogistes, vous devez être étonnés. Parce que nous, dans nos généalogies, antérieures ou même encore à cette époque, on voit beaucoup de décès en bas âge. Et bien là, pas du tout. Donc là, il y a une petite question qui se pose, à laquelle je ne peux pas tellement répondre, parce que ce qui signifierait que s'ils sont mis en nourrice, eh bien, ils le sont dans d'excellentes conditions, ce qui n'est pas toujours le cas, ou bien alors, ils sont récupérés très rapidement, et quand on voit la morphologie de Mathias,
On se dit que c'est une famille qui a, comment dirais-je, des bons gènes physiques. C'est peut-être la réponse. Là, nous sommes un petit peu dans l'imaginaire, mais en généalogie, il faut quand même faire un petit peu d'imagination pour faire revivre un peu cette famille. Sinon, autrement, on va se retrouver face à des lieux, des dates, des noms, etc. Donc, on essaye de les faire revivre un petit peu. Alors, toute cette fratrie est très importante. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Alors, on voit la première fille, Marie-Simone, qui se marie. Gilbert Talon, qui sera lui aussi épicier. Donc on voit Jean-Mathias, le père, épicier. Il a un gendre épicier. Ensuite, il va avoir 2 fils épiciers. Il aura un fils soldat. Je ne sais pas si vous l'avez trouvé, là, la famille Loras Dragon. Moi, j'ai vu juste Dragon et puis après, je l'ai perdu. Il est en Espagne? Oui, c'est ce que j'ai vu, mais je n'ai pas confirmation. Vous avez eu confirmation? Alors... Dont acte. Il était dragon, mais moi je l'ai vu mort en Espagne, mais je n'ai pas de recoupement à ce sujet. Dragon pour Napoléon. Alors, il y avait donc un soldat quand même. Donc, on a un enrôlement. Donc, on a un enrôlement sous Napoléon. On a un négociant, c'est Jacques-François, qui est marié à 40 de Bel Air. Et lui, c'est les Loras, la branche des Grenetiers. Donc on voit bien qui va s'en suivre. On a des religieux, on a des filles religieuses, 4 filles, dont 4 filles, dont 2 filles religieuses, une de la Visitation et une Trappistine. Et puis enfin, on a un architecte. Alors là, je me suis posé des questions. Et on a Mathias, religieux. Donc on a l'avant-dernier, Pierre-Jean Mathias, vous le voyez. Et la dernière fille, dont je parlerai un petit peu plus tard, parce que c'est un cas un peu particulier. Marie-Gilberte, Émilie. Et puis alors, je me suis demandé quand même, des épiciers, passons sur le dragon, parce que ça c'est l'enrôlement des guerres de Napoléon, donc c'est assez classique pour l'époque, mais cet architecte, Jean-François Loras, architecte, au milieu d'une famille d'épiciers, si je remonte, c'est des carriers. Franchement, je me suis posé la question en me demandant comment ça se faisait que ce garçon ait pu faire des études d'architecture. Est-ce que vous avez trouvé là, les Loras? Parce que moi, j'ai trouvé. Vous n'avez pas trouvé? Alors, c'est le scoop. Bon, eh bien, vous regarderez dans la généalogie et vous avez un cousin qui est architecte, Louis Loras, et qui est le cousin de Jean Mathias, et qui est architecte à Lyon. Et je l'ai retrouvé dans des actes où il est bel et bien architecte. Parce que moi, quand on me dit architecte, il me faut quand même un recoupement. Il me faut quand même que je trouve un bon de commande ou que je trouve 2-3 fois qu'il est bel et bien architecte. Ah, effectivement, vous avez Louis Loras, un cousin qui est architecte. Donc à ce moment-là, on comprend comment ce grand-oncle, ou cousin un peu plus proche d'ailleurs, a pu inciter Pierre César à devenir architecte. Voilà, on voit le lien qui se fait à travers la famille. Alors ça, c'est très important, vous voyez, parce que quand dans un groupement familial, dans un groupe familial de généalogie, où vous vous retrouvez avec un métier qui n'a rien à voir avec le reste, parce qu'en général, il y a ce qu'on appelle une endogamie de métiers, et là, vous n'en avez pas. Et vous vous dites, mais d'où il sort celui-là? Qu'est-ce qui a fait que d'un seul coup, il est devenu architecte? Surtout que quand on verra que la mère a élevé ses enfants toute seule, ça pose quand même un petit problème. Bon, et ben voilà, le lien est trouvé avec ce cousin. Voilà, alors la famille Michalet, ben vous l'avez à droite, vous voyez le petit carré de droite, et vous voyez qu'effectivement, Étiennette mariée à Jean-Mathias Loras, et 2 sœurs, Françoise et Jeanne. Alors Françoise va jouer un rôle, on reviendra sur Françoise Michalet, qui va jouer un rôle un petit peu intéressant. On passe les tragédies familiales. Donc on arrive à la Révolution, et là on a une véritable tragédie familiale, puisque Jean-Mathias, le père, va être arrêté lors du siège de 1793. Vous savez, quand Lyon se révolte. Il est arrêté. Son frère Jean-Marie
qui est à Saint-Cyr-Mont-d'Or, qui est maire de la mairie de Saint-Cyr-Mont-d'Or, va lui être aussi arrêtée, condamnée également, guillotinée. Et Françoise Michalet, eh bien la sœur d'Étiennette, arrêtée également et condamnée aussi à la guillotine. Tragédie familiale quand même importante. Vous pouvez ajouter à cela Jeanne Bocquis, la grand-tante qui est religieuse, qui fait également partie des guillotinés. Donc, dans cette famille, vous voyez que les tragédies se succèdent. Et tout à un mois d'écart. Hein. Tout est un mois d'écart. Voilà, alors, celle qui... Françoise Michalet, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur elle, parce qu'elle a fait partie de la Société des Demoiselles, créée par Monseigneur Linsola. Elle faisait dire des messes, elle possédait des ouvrages catholiques, et au moment de l'échafaud, quand elle est montée à l'échafaud, elle était dans la charrette. Alors, tout ça est raconté dans certains articles de journaux ou autres de l'époque. Elle distribua ses bas et ses chaussures en montant à l'échafaud. Et quand le bourreau lui dit, mais enfin, pourquoi vous vous dépouillez comme cela? Elle dit, mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse maintenant? Autant mieux que ça serve à quelqu'un. Donc, voilà. Donc, il y a quelques anecdotes comme cela sur ces personnes. Alors, il faut se dire que, voilà, Mathias, lui, il est né en 1792. Donc, il n'a pas un an quand son père, son oncle, sa tante... Bon, vous me direz qu'à un an, on ne s'en rend pas compte. Mais enfin, la tragédie va quand même marquer la famille. C'est quand même une famille qui est extrêmement marquée par la tragédie de la Révolution. Pardon, je ne prends pas le bon, c'est là. Alors, quand on a une anecdote assez spéciale, c'est que quand Madame Laurasse Étiennette Michalet, donc Étiennette apprend l'arrestation de son mari, on raconte, d'ailleurs ça a été repris, mais enfin, je crois que c'est assez vrai. Madame Laurasse se rend au tribunal avec tous ses enfants pour implorer la clémence du tribunal. Évidemment, on se moque d'elle et on lui voilà. Et on exécute son mari. Qui dira, lui, j'ai fait les choses dont je suis accusé. Il s'agit d'un crime aux yeux de votre tribunal. J'espère que le tribunal divin jugera autrement. Donc voilà. Elle est enceinte de 5 mois. Ça, c'est important parce que on va voir ce qui s'est passé avec la naissance de sa dernière fille, donc cette fameuse petite Gilberte. Par la suite, c'est bien... Automatiquement, dès l'instant où il y a ces exécutions, les biens sont saisis. Donc, ces biens vont être saisis et elle va se réfugier dans la maison de campagne de ses parents à Sainte-Foy-les-Lyons. Cette maison de campagne, elle est exactement au Petit Sainte-Foy. Hein, on peut la retrouver. C'est la maison des Michalet. Hein, c'est pas la maison des Laurasse, c'est la maison des Michalet. Elle va s'y réfugier et elle s'enfuit parce qu'elle a peur d'être arrêtée, et à ce moment-là, on raconte qu'elle va accoucher dans les vignobles, dans les vignes de Sainte-Foy-les-Lyons. Elle va accoucher de la petite fille. C'est incroyable, et cet enfant va survivre. Alors, c'est vous dire la capacité, l'énergie, le dynamisme, le courage de cette femme et de cette famille. Parce qu'elle va élever ses enfants toute seule. Elle va remettre en route l'épicerie quand les biens lui seront rendus et elle va élever tous ses enfants. Moi, je pense que c'est le type même de femme qui mériterait certainement une biographie elle toute seule, vous voyez. Parce que je trouve que c'est une femme assez exceptionnelle. Oui, enfin, je lance un appel. Non, vous n'êtes pas d'accord? Vous ne la trouvez pas exceptionnelle? Je trouve cette femme assez exceptionnelle, moi. Alors, j'ai essayé de retrouver l'épicerie Laurasse. Bon, comme je vous l'ai dit, je vous situe la rue de l'Ennerie à Saint-Paul. Par contre, le vin, ça nécessiterait une recherche beaucoup plus précise. J'ai vu que quand vous devez rechercher localiser soit des immeubles
soit des boutiques, vous devez aller chercher les cadastres. Alors, le problème des cadastres, c'est que vous savez que les premiers cadastres, c'est 1836, mais il y en a antérieurs. On peut trouver des cadastres antérieurs, et c'est le cas de Lyon, puisque nous avons des parcellaires. Et nous avons même un parcellaire de 1796, vous avez qu'à voir. Et antérieurement, nous disposons à Lyon, mais ça c'est exceptionnel sur Lyon, nous disposons d'un cadastre descriptif que nous appelons le fond pointé, qui a été fait par un notaire et qui a dessiné toutes les parcelles de tous les immeubles de Lyon avec la liste de tous les propriétaires. C'est absolument exceptionnel, mais ça je dis, ça concerne que Lyon. Mais sinon, nous pouvons trouver des cadastres descriptifs et des cadastres dessinés, carrément, les vrais cadastres avec les parcelles. Alors là, je vous ai situé la rue Lennery, et j'ai trouvé qu'elle était intéressante, cette rue, parce que quand on localise un métier, un endroit où les gens exercent, il faut se dire pourquoi est-ce qu'ils se sont installés à cet endroit. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est le nœud commercial. On ne s'installe pas n'importe où. Bon, vous me direz que c'est vrai que quand on s'installe quartier Saint-Nizier, il n'y a pas de problème parce qu'on est dans le quartier du commerce. Donc là, tous les commerçants sont là, on est au milieu de tout le monde. Mais quand on est à Saint-Paul, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il a installé une épicerie à Saint-Paul ? Parce qu'il aurait aussi bien pu s'installer quand même à Saint-Nizier. Il aurait eu là tous les commerces autour de lui. Eh bien, quand on regarde la rue de Lennery, on voit quand même qu'elle a l'accès de la route des Flandres. Et la route des Flandres, c'est celle qui vient du nord au sud. C'est-à-dire toute celle qui descend qui vient de Mâcon, si vous voulez. Ensuite, vous avez le port Saint-Éloi sur la Saône, qui est pas loin du pont du Change. Et le pont du Change, c'est celui qui va à Saint-Nizier. Donc on voit déjà que les bateaux qui descendent de la Saône avec des ballots d'épicerie déchargent au port Saint-Éloi et ils n'ont plus que, disons, peut-être une cinquantaine, 80 mètres à faire avant d'arriver à l'épicerie rue Lennery. Donc vous voyez qu'elle est bien située. Au point de vue nœud routier, au point de vue du commerce de la Saône, elle est finalement très bien située. Alors, reste, pour ceux qui voudraient faire une recherche beaucoup plus précise, à localiser exactement le vin rue Lauras, rue Lennery. Mais ça doit pas poser de gros problèmes. Oui? Oui. À l'heure actuelle, c'est un magasin. Oui, mais savoir si c'est toujours le vin de l'époque. Voilà. C'est le 11 actuellement. C'est le vin actuel et à l'époque de la Révolution, c'était le 90. Alors, moi, j'ai trouvé le 90 à la Révolution et j'ai trouvé le vin au 19e siècle. Le numéro, l'immeuble, parce que l'immeuble est... Oui. C'est le vin actuel. Oui. À l'époque, voilà. Voilà. Alors, je pense que c'est ce que je vais vous montrer. Après, parce que je crois que j'ai trouvé sur les recensements. Donc, on va venir sur les recensements. Mais vous voyez que ces problèmes, déjà, les rues. Il faut vous dire que les rues ont souvent été coupées ou transformées. Vous avez d'autres rues qui ont carrément fait tomber des maisons. On a abattu des maisons dans Lyon. La rue de la République. Hein. Mais il n'y a pas que la rue de la République. Il y a plein de rues à Lyon qui ont été coupées, qui ont été qui ont changé de nom aussi. Plein de rues qui ont changé de nom. Et puis alors mettez que les numéros de rue ont changé au fur et à mesure des dizaines d'années, et puis allez vous y retrouver. Donc c'est vrai que c'est très compliqué de chercher en ville. Par contre, la campagne, c'est beaucoup plus facile, parce que vous avez des cadastres qui sont quand même relativement bien dessinés, et vous retrouvez quand même bien vos parcelles, parce que c'est du terrain. Donc c'est beaucoup plus facile. Mais je dois dire qu'en ville, c'est assez compliqué. Alors, on va voir l'inventaire de l'épicerie, puisque nous avons localisé l'épicerie. Je vous ai dit tout à l'heure que les biens vont être saisis. Dès l'instant où il y a saisie des biens, même par la Convention, il va y avoir inventaire des biens.
forcément, et donc on a l'inventaire de l'épicerie. Et ça, évidemment, c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit tous les produits qu'ils vendaient. Bon, je vous en faire grâce, parce qu'on ne va pas tout regarder. Mais voilà, l'inventaire de l'épicerie a lieu le 21 Ventose en 2. Là, nous sommes bien dans le calendrier républicain. Ce qui fait que je vous ai fait la traduction, c'est le 11 mars 1794. Quand vous pensez qu'il est décédé fin 1793, vous savez qu'on n'a pas tellement tardé. À 12 heures, par 2 officiers municipaux de communes affranchies, puisque Lyon a changé de nom à cette époque. Alors, dans la boutique, il y a donc l'immeuble. Dans la boutique, c'est-à-dire au rez-de-chaussée, vous avez, en gros, 4 balances, un mortier, 3 banques. Vous savez, ça, vous en voyez une de banque en bas. Un comptoir, plus des rayons avec diverses marchandises. Et dans le magasin, alors le magasin, c'est à la fois les étagères et c'est aussi l'arrière-boutique. Vous avez de l'huile de ménage et d'éclairage. C'est intéressant parce qu'on voit comment vivaient les gens, ce qu'ils achetaient. Donc on voit qu'on achète à la fois de l'huile de ménage, mais aussi pour s'éclairer. On voit des tonneaux de sel, du savon, de l'amidon, des balais, des éponges. Et on voit que l'épicerie, c'est aussi de la droguerie. Vous voyez, on a toutes sortes de produits, tant d'épicerie que de droguerie. Je vous dis tout de suite, il y en a 4 ou 5 pages. Alors, je vous en fais grâce. Puis alors, vous avez quantité de produits. Ce sont des produits que il faut vraiment les décrypter parce que c'est vraiment chimique, si vous voulez. Il faut vraiment avoir un petit peu... Il faut après aller les chercher sur un dictionnaire spécialisé. Et nous avons une évaluation, forcément. Alors, comme nous sommes en franc germinal, nous ne sommes plus en livre tournois, puisque nous sommes en 1794. Donc, nous avons 12 962 francs germinal, dont des frais d'inventaire. Ben oui, n'est-ce pas? Voilà. Alors, ce sont des illustrations. En ce qui concerne les illustrations, juste un petit détail sur les illustrations. Attention au droit à l'image, bien évidemment, mais comme moi, ma conférence n'est pas commercialisée et que je la mets pas sur Internet, donc je peux zapper un peu le droit à l'image. Toutefois, je fais quand même attention d'avoir surtout des choses qui sont d'époque. Parce que il faut quand même bien faire attention aux costumes et ce qui pourrait être d'époque et ce qui pourrait ne pas l'être. En réalité, c'est un petit peu plus compliqué qu'on ne s'imagine à ce sujet. Oui. 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 Oui, oui, mais vous avez raison, parce que les épiciers vendaient des potions à la pharmacie pour ce qu'on appelait les apothicaires de l'époque. Donc automatiquement, oui, on n'était pas épicier comme ça. C'est exact. Oui, oui, on n'était pas épicier comme on était fabricant d'or et d'argent, enfin de soieries. Et c'est tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Oui. Dans la sérielle. C'est la sérielle de la Révolution. Dans ce qu'on appelle, alors exactement, je crois même pas que c'est, je sais pas si c'est pas la série, non, excusez-moi, c'est la série Q des biens saisis de la Révolution, aux archives départementales. Série Q, c'est la, vous le verrez, il y a un sommaire, série Q, vous allez le chercher à la date, et vous verrez d'ailleurs, les biens de l'Horace, il n'est pas le seul, il y en a des quantités, il y a tous les biens des émigrés, etc. Alors ben voilà, vous me disiez tout à l'heure, le 90, vous l'avez. Alors justement, pour essayer de déterminer un petit peu mieux cette localisation d'épicerie, je suis allée sur les recensements.
Alors, attention au recensement, nous en avons, vous voyez, en 1796 à Lyon. Mais c'est exceptionnel. Les recensements sont beaucoup plus tardifs. Mais nous, on en a un. Alors, en voilà un dont, justement, monsieur parlait tout à l'heure. Vous voyez dans la marge à gauche, le 90, c'est le numéro de la rue Lennery. Mais vous voyez que ça ne correspond pas du tout au 20. Donc, à cette époque, c'était le 90. Et on voit bien la veuve Laura épicière. Vous voyez, on a son âge, 43 ans. Vous voyez qu'elle est avec Gilbert Talon, son gendre. Vous vous souvenez de Gilbert Talon? Là, on a dit qu'il avait épousé sa fille. Et puis après, on a toute la composition de la famille. Et à un moment donné, vous allez voir Mathias Loras. On voit Mathias Loras, 4 ans. Voilà. Alors, on a ce recensement. J'en ai retrouvé, bon, après, si vous voulez, vous pouvez les faire 1810, 1811, 1812, vous pouvez les monter comme ça jusqu'à ce que l'épicerie n'existe plus. Vous pouvez les faire les uns après les autres, toutes les années, vous aurez un recensement et vous aurez la composition de la famille. Alors, pour qui fait de la recherche généalogique personnelle, évidemment, c'est une des pistes pour avoir le recensement de la famille. Et puis pour savoir aussi à quel moment un tel vit avec un tel. Tout à l'heure, quand j'étais au SOS Généalogie, là, au premier étage là, des archives municipales, une dame me disait, mais comment est-ce que je peux retrouver cette maman, enfin cette mère de famille dont la fille s'est mariée? Et je lui dis, mais écoutez, allez donc sur les recensements, vous verrez si elle vit chez sa fille. Parce que très souvent à l'époque, il faut dire la vérité, les parents vivaient avec leurs enfants. Donc vous la cherchez, allez voir sur les recensements, peut-être que vous serez tout étonné de voir qu'elle vit avec son fils ou avec sa fille. Donc là, on a, en 1810, on n'a pas grand-chose, on a juste la veuve Loras. Par contre, on sait qu'elle a 4 étages, donc c'est un immeuble à 4 étages, qu'elle a ses 10 enfants, qu'elle est marchande d'épicière. On nous donne la valeur du magasin, on nous donne la valeur de l'habitation. Et on a dit qu'elle a un commis. Voilà. Alors, en gros, voilà un petit peu toutes les recherches que vous pouvez faire. Donc, je reviens. Donc, on va sur les archives départementales pour tout ce qui est notaire. On va chercher la généalogie sur Internet. Après, on fait tout ce qui est cadastre, recensement, et on va chercher des inventaires si nécessaire. Voilà. En gros, vous voyez, et là, j'ai fait la famille de Mathias. Maintenant, ce qui va m'intéresser, moi, c'est la jeunesse de Mathias. Donc, où est-ce qu'il a fait ses études? En tout cas, où est-ce qu'il a été éduqué pour faire son sacerdoce? Compte tenu que, comme j'ai vu qu'il avait quand même 2 sœurs religieuses, je me dis qu'il y a quand même une famille extrêmement pratiquante. Comme je sais que chez les Michalet aussi, Françoise Michalet et même sa sœur Jeanne étaient également, non pas des religieuses, mais elles étaient dans la mouvance de cet état, que Jeanne Bocquis, la grand-tante, était une religieuse. Donc je me dis que nous sommes dans une famille extrêmement pratiquante et que donc il va falloir que je tienne compte de cela. Vous voyez, pour pouvoir aller faire mes recherches. Donc, je vais découvrir que Mathias a beaucoup d'énergie. Bon, ça ne m'étonne pas quand je vois sa morphologie. Ben, ça va de pair, hein, je dirais. Et que je vais découvrir qu'il va aller faire son petit séminaire chez l'abbé Ballet. Alors, l'abbé Ballet va m'intéresser pour 2 raisons. D'abord parce que moi, ça me dit quelque chose, l'abbé Ballet. Parce que dans toutes les généalogies que j'ai pu faire sur les notables de Lyon, eh bien, l'abbé Ballet, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, du moins la famille Ballet, j'ai eu l'occasion de les rencontrer, c'était des notaires du côté de Taluvier. Et à l'occasion, j'avais descendu un petit peu cette famille Ballet et je m'étais retrouvée avec cet abbé. Donc, en recoupant un peu les généalogies, je m'étais dit, tiens, c'est intéressant ça. Et puis j'avais vu que cet abbé Ballet avait ouvert un petit séminaire à Écully. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir dans quelles circonstances il a ouvert ce séminaire, ce petit séminaire, et qu'est-ce que Mathias y a trouvé. Donc ça va me permettre de voir un petit peu les premières marches du sacerdoce. Vous voyez ? C'est comme ça que je vais le chercher. Parce que moi, je n'ai pas d'écrit
de correspondance de Mathias. Je n'ai pas retrouvé d'écrit de la mère qui dit « Ah, j'ai confié mon fils à tel endroit comme Madame de Sévigné. Ah, ma fille est partie à Grignan. » Vous voyez, j'ai pas ça. Donc, je suis obligée de trouver des pistes à droite et à gauche pour voir comment ça se passe. Alors, je vais donc commencer par m'intéresser à l'abbé Ballet. Attendez, parce que j'ai pas l'habitude de ce truc. Alors, je vais en finir avec Étiennette Michalet, parce que sur Internet, ils ont mis la tombe de Madame Michalet, ce qui d'ailleurs devrait être interdit. Hein. Mais je signale parce que, oui, attention au cimetière, hein. C'est privé les tombes. Hein. Faites attention à ça. Hein. Ne diffusez pas des tombes comme ça n'importe où sur Internet, parce que une tombe, c'est un domaine privé. En fait, je vous le signale, hein, à tout hasard. Bon, mais comme elle est sur Internet, et puis que je vous dis, c'est la conférence pour les archives, donc elle va en rester là. Donc je me suis permis de vous la mettre, et parce qu'elle est intéressante à cause évidemment de ce qu'il y a écrit, la terreur de 1793, elle allait sa veuve et mère de 11 enfants, avec 3 points d'exclamation et des petits points de suspension. Bon, c'est pour ça que je disais que la biographie de cette femme serait quand même intéressante. Cimetière de Loyasse. Hein. Alors, j'en ai fini avec la famille Loras. On passe définitivement à Mathias. Alors, on va s'intéresser à Mathias. L'éducation de Mathias va passer par le curé Ballet. Donc, le curé Ballet, qui est le curé Ballet? Ça, voilà. Il faut que je comprenne comment il a influencé et comment il est en arrivé à préparer Mathias au sacerdoce. Bon, alors lui, il est déjà d'une famille qui a cette propension à rentrer dans les ordres. Il est le benjamin de 6 enfants, dont 2 filles religieuses, vous voyez. On retrouve un frère religieux qui lui aussi sera guillotiné et qui est chartreux. Alors c'est important que le frère soit chartreux, parce qu'on verra que Mathias va devenir chartreux. Donc vous voyez que là aussi on a des connexions. Donc chaque fois que j'ai des connexions, je les note, parce que ça va me faire des passerelles. Vous voyez, donc on voit Ballet à un frère chartreux. Lui, il est génovéfin. Il est épris de charité, bon, c'est ce qu'on trouve à son sujet. Il a été curé à Blois, après il est réfractaire. C'est classique pour l'époque, pour la Révolution. Il s'enfuit, on dit qu'il se réfugie dans la région lyonnaise. Il paraîtrait qu'il se serait réfugié auprès de la famille Loras. Je n'ai absolument pas confirmation de cela. Le confirme, mais avez-vous un acte à ce sujet? Moi, je ne suis pas sûre. Vous n'avez pas confirmation par un acte? Oui. Il aurait été caché dans les placards de l'épicerie. Bon, c'est le scoop. Loras? Oui, Madame Michel. Oui. Elle cache, et je crois que c'était Françoise qui cachait des prêtres. Et Madame Mathias aussi en cachait. Alors, Madame Étiennette Michalet, quand je disais que cette femme était exceptionnelle, cachait des prêtres dans les placards de l'épicerie. Elle a caché même un chanoine. Je répète, au fur et à mesure que le monsieur me le dit, je le dis. Elle cachait, Madame Michalet cachait, enfin, Madame... Là, bon, il y avait un abbé qui est devenu chanoine de Saint-Jean. Et l'abbé Ballet qui sera plus tard curé des... Voilà, et l'abbé Ballet, donc on revient. Donc c'est bien vrai, elle a caché l'abbé Ballet, mais vous ferez quand même la généalogie de l'abbé Ballet. Il me semble que c'est un très lointain cousin en remontant jusqu'en 1720 ou 1710. Oui. Oui, mais moi, il me semble qu'il y a un cousinage très lointain entre l'abbé Ballet en remontant très haut.
il me semble. Maintenant, bon, disons qu'elle le connaît bien, puisqu'elle l'a caché, donc il va ouvrir ce séminaire. Dans quelles circonstances va-t-il l'ouvrir? Eh bien, c'est à la suite du cardinal Fesch. Vous savez que le cardinal Fesch est l'oncle par alliance de Napoléon, et qui va demander au cardinal Fesch de réorganiser le diocèse à Lyon. Et notamment, il faut des curés, il faut des vicaires, donc il faut des séminaires, il faut reprendre toutes ces filières dont on va avoir besoin. Donc le cardinal Fesch demande à toutes les personnes qu'il peut, qui sont susceptibles de le faire, d'ouvrir des petits séminaires qui sont des écoles qui visent à préparer des jeunes aux grands séminaires pour les sacerdoces, donc pour la prêtrise. Et voilà notre Charles Ballet, qui va donc ouvrir un séminaire à Écully, dont il est le curé, dans son presbytère, et je crois qu'il l'ouvre avec une de ses sœurs qui va servir de gouvernante, parce que c'est un internat. Et là, on va voir y arriver, eh bien, Mathias. Voilà, Mathias a 14 ans, ou 13 ans, quelque chose comme ça, quand il intègre le séminaire pour faire ses classes. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce séminaire? Première chose qu'on y apprend, forcément, et vous le savez, c'est le latin. Seulement, le latin, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que nous, quand on a fait nos études de latin, pour ceux qui en ont fait, c'est à l'écrit. On l'a jamais parlé. Mais là, il faut le parler, le latin. Et si vous vous souvenez de vos cours de latin, souvenez-vous des phrases de latin. On commence par le complément, les compléments circonstanciels, les sujets et le verbe à la fin. Vous vous souvenez? C'est tout en... Alors que nous, on fait sujet, verbe, complément, sujet et verbe. Allez donc parler le latin. C'est extrêmement compliqué. Moi, je vous dirais que le traduire, j'ai pas eu de... Une fois qu'on a compris le système, on traduit facilement, mais le parler, j'en aurais été absolument incapable. Voilà. C'est la même difficulté que l'allemand. Ça n'a pas été difficile. Mais il y en a un pour qui ça va être difficile. C'est Jean-Marie Vianney. Et Jean-Marie Vianney, lui, il n'y arrive pas. Mais il n'y arrive pas du tout. Il est le fils d'un cultivateur des environs. Son père veut d'ailleurs pas du tout qu'il rentre dans la prêtrise. Et puis à la fin, entre la mère qu'il demande, le fils malingre, Jean-Marie Vianney, petit, chétif, malingre. Enfin, finalement, il intègre le petit séminaire de Charles Ballet. Et là, quand il arrive, évidemment, il comprend rien au latin. Et lui, il a déjà presque 19 ans, 20 ans. Il est âgé, Vianney. Et il n'y arrive pas. Tant et si bien que l'abbé Ballet va trouver Mathias Laurent. Alors, c'est son meilleur élève en latin. Ça, super, Mathias. Il va le trouver, il lui dit, écoute, il faut que tu prennes en charge Vianney. Moi, j'y arrive pas. Il faut absolument que tu arrives à lui faire apprendre le latin, parce qu'il passera jamais, il fera jamais ses classes. Alors, que fait Laurence, évidemment? Il lui apprend le latin, il lui apprend, et puis l'autre, c'est dur. Et il n'y arrive pas, et tant ici bien qu'à un moment donné, Mathias Laurence, regardez, Mathias, le caractère qu'il a, un bon moment, il a tellement assez qu'il lui donne une sacrée gifle. Il en a tellement assez qu'il gifle Vianney. Et pour des gens qui se prédestinent au sacerdoce, imaginez-vous le traumatisme de Mathias qui s'effondre en larmes aux pieds de Vianney, qui lui demande pardon, l'autre s'effondre aussi, lui demande pardon. Enfin, je vous fais grâce des récits qu'on a au sujet de cette gifle mémorable, et qui fera que, aussi bien Vianney que Mathias resteront de grands amis. Mais cette gifle est restée mémorable. J'ai découvert que Vianney sera ordonné prêtre le 13 août à Grenoble en 1815. Il deviendra après vicaire d'Écully. Après, on sait ce qu'il en est. Il sera le fameux curé d'Ars.
Il remplacera en 1817 Charles Ballet à la paroisse d'Écully, après de partir. Et puis j'ai eu une petite surprise personnellement, c'est que quand je suis allée faire des recherches aux archives diocésaines sur Charles Ballet, parce que là les archives diocésaines, ça s'imposait pour Charles Ballet, eh bien on m'a fourni un tout petit dossier, il y avait juste une page dans le dossier, j'étais quand même étonnée, j'ai dit mais écoutez, Charles Ballet c'est quand même quelqu'un, vous avez pas autre chose? On m'a dit ben non, le dossier est parti à Rome, il est en cours de béatification. Et il est toujours à Rome, il est toujours pas béatifié. Alors, il paraîtrait que Charles Ballet est en cours de béatification, c'est ce qu'on m'a dit aux archives diocésaines. Alors, il y est toujours en cours, hein. Je signale, ça doit bien dater d'il y a 3 ans, ça. Hein. Alors, n'allez pas chercher de dossier sur Charles Ballet, vous ne trouverez rien pour le moment. C'est parti à Rome. Alors, nous continuons sur Mathias, n'est-ce pas? Le voilà qui a fait ça. Alors, il va être ordonné. Alors là, vous m'avez dit que vous n'aviez pas retrouvé l'ordination, donc elle est aux archives diocésaines en côte I/24. D'accord? Alors voilà, c'est tout ce qu'il y a. Hein. Je vous dis tout de suite que ce qui concerne l'ordination, c'est tout ce qu'il y a. Donc c'est le seul document. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben du latin, hein, c'est tout en latin en haut. Hein, à vous de le traduire. On voit qu'il a été ordonné à Grenoble. Alors je me suis demandé pourquoi Grenoble. Eh bien tout simplement parce que c'est le 12 novembre 1815 et que le cardinal Fesch, eh ben il s'est réfugié à Rome parce qu'on est en 1815. Et qu'il a bien peur, il est l'oncle de Napoléon, eh ben il s'est enfui à Rome. Et du coup, le diocèse est libre, est vide. Et donc, le diocèse est récupéré par Claude Simon, qui est, lui, l'évêque de Grenoble et de Vienne, et c'est lui qui va s'occuper des ordinations. Donc, il faut se dire aussi que, aussi bien Vianney, d'ailleurs, qui lui, a l'ordination au mois d'août, et regardez en dessous, Petrum, Joannum, Mathiam, Loras, vous voyez, je voulais encadrer en bleu, et là on voit bien Pierre, Jean, Mathias, Loras en latin, et qui sera ordonné donc, et vous avez la date en haut, 12 novembre 1815. Voilà. Qui sera ordonné au presbytère de Grenoble. Alors, ce document, je crois que vous l'aviez pas, je crois. Voilà, alors, sera à votre disposition. Ça me fait plaisir quand même. Comme quoi, voilà, on complète, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça la généalogie aussi, cette espèce d'entraide. Ah voilà, et puis c'est un vrai plaisir de se passer les documents et de se passer. Voilà, c'est un vrai plaisir. Alors, en dessous, vous avez le portrait de Claude Simon. Pas difficile à trouver, hein, parce que vous avez toute une biographie qui concerne Claude Simon qui est sur Internet. Alors Mathias va faire le grand séminaire à Saint-Irénée à Croix-Paquet. Ce grand séminaire a complètement disparu, hein, il a été détruit, donc on le voit, on en a encore une petite illustration à droite. Il va être ordonné, comme j'ai dit, en 1815 prêtre, il a 23 ans. Entre 1817 et 1827, donc pendant 10 ans, on va le nommer professeur, puis supérieur de séminaire, notamment à Meximieux et à l'Argentière. En 1820, on verra que la congrégation des Chartreux fait appel à lui, enfin le prend dans sa congrégation. Donc on voit bien la connexion avec les Chartreux. Et puis en 1826, aux environs entre 1826, à la fin de 1826-1827, il revient au Chartreux, il a 34 ans. Donc c'est un petit peu la chronologie, vous voyez, il a 34 ans. Et ce n'est qu'à 37 ans qu'il va devenir missionnaire pour s'embarquer aux États-Unis. Donc il n'est pas jeune. Il n'est pas jeune. Et c'est assez étonnant, ce parcours de professeur, de supérieur d'établissements de séminaires, qui sont quand même des établissements qui, comme on l'a vu, le petit séminaire de ballet, mais à un niveau de collège et lycée. Et ce n'est que beaucoup plus tard, vous voyez, qu'à 37 ans, 38 ans, qu'il va s'embarquer pour les
en tant que missionnaire. Alors, vous avez là une illustration du séminaire, là, à gauche, et puis vous avez une cellule des Chartreux qu'on appelle une cubiculum, n'est-ce pas? C'est la chambre, tout simplement, hein, en latin. Il faut bien que je vous mette un peu de latin quand même, hein. On est dans la religion jusqu'au cou. Je vais vous mettre un peu de latin quand même. Alors, moi, je suis allée faire des recherches sur le séminaire de Meximieux, parce que je me suis demandé ce que c'était que ce séminaire, que je ne connaissais pas du tout. Alors, je vous ai retrouvé une illustration. Je suis allée aux archives de Bourg-en-Bresse. Alors, je dis tout de suite, il n'y a pratiquement rien. Ne vous déplacez pas à Bourg-en-Bresse. Ils sont charmants, ils sont agréables. Ils m'ont sorti tous les documents qu'ils pouvaient avoir. Ben, il y a pratiquement rien. Et par contre, finalement, ça serait plutôt à Lyon qu'on trouve des choses sur le séminaire de Meximieux. Alors, vous l'avez là en haut, l'illustration ancienne, qui date du 19e, et vous avez en bas, je vous ai pris ce qu'il en est actuellement, c'est-à-dire ce que vous voyez en bas, c'est la mairie de Meximieux. Pour ceux qui connaissent la Meximieux, vous voyez que ça ressemble à un château, d'ailleurs c'était anciennement une espèce d'ancien château, vous voyez les tours à gauche, et vous voyez en bas, je vous ai mis là où il y a le point orange, c'est la mairie de Meximieux. Après, on a construit des dortoirs, mais ça date de 1860. C'est bien postérieur à Mathias. Alors, qu'est-ce qui existait du temps où Mathias, lui, était professeur et supérieur? Eh bien, le château. Et puis, regardez dans le fond, j'ai pas de pointeur, j'ai rien, parce que, bon, enfin, c'est comme ça. Dans le fond, vous avez une chapelle. Voilà, vous voyez la grosse chapelle qui est dans le fond. Eh ben, si vous allez à Meximieux, allez-y. Et maintenant, ça a été transformé en bibliothèque de Meximieux. Mais ils ont gardé le plafond et ils ont gardé la structure de la chapelle. Alors, à l'extérieur, on voit bien que c'est une chapelle. À l'intérieur, évidemment, c'est une bibliothèque. Mais il y a encore une partie de l'architecture de la bibliothèque. Donc, ça vaut le coup. Moi, j'ai visité la partie château, avec le maire d'ailleurs, et il m'a fait visiter la salle de mariage, et on retrouve effectivement des parties qui correspondaient un petit peu à l'époque de Mathias. Donc on retrouve quand même certaines choses, hein. Mais bon, ça a été bien transformé, hein, il faut dire la vérité, hein. Voilà, alors il va rester de 1817 à 1824. Il est nommé professeur supérieur au petit séminaire de Meximieux. Par contre, je ne sais pas du tout pourquoi, et je n'ai trouvé aucun document à ce sujet, il va être nommé à l'Argentière. L'Argentière, c'est près d'Avèze. Sainte-Foy-l'Argentière, voilà. Et il est nommé à ce petit séminaire, qui est quand même important, de l'Argentière. Alors je dis tout de suite, je n'ai pas fait de recherche sur l'Argentière, hein, parce que ça m'a été facile de le faire sur Meximieux. L'Argentière, c'était beaucoup plus compliqué. Par contre, ce qui m'a alerté, du temps où il y était, c'est que il va s'apercevoir que le séminaire est trop petit pour le nombre d'élèves qu'il a. Je crois qu'il a quelque chose comme 500 élèves, quelque chose comme ça. Et il va faire construire par son frère, il fait appel à son frère Pierre César pour construire des dortoirs. Je crois qu'il agrandit des salles aussi. Bref, il fait des constructions. Mais voilà. Et le financement, le devis va exploser. Tant et si bien qu'il est obligé de faire appel au diocèse pour compléter les finances. Et ça passe pas du tout. Alors, je pense que on va le limoger. Alors, limoger, c'est peut-être un gros terme pour lui. On va le démissionner, tout simplement. Et on le ramène au Chartreux. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. Vous aviez pensé ça, voilà. Alors, personnellement, j'ai aucun document. Je n'ai rien trouvé sur l'Argentière. Je n'ai aucun document qui m'explique exactement ce qui s'est passé. Alors, incontestablement, le devis a explosé, ça c'est vrai. Incontestablement, on va le ramener au Chartreux. Parce qu'après, on le retrouve au Chartreux. Le seul problème, c'est qu'on le met à la comptabilité. Alors,
Il y a des choses assez amusantes quand même. Bon, il y a des fois où je trouve, des fois où je ne vois pas. Alors, il arrive, il a donc environ 37 ans, et à ce moment-là, on baigne dans les missions à Lyon. Et donc là, moi, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ces missions? Parce que honnêtement, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc je vais partir, et il faut que je me renseigne. Pour me renseigner, qu'est-ce que je fais? Je fais comme tout le monde, je vais sur Internet, et je cherche qu'est-ce que c'est que ces missions, ces missionnaires, ces prêtres missionnaires qui sont partis aux États-Unis. Et quels États-Unis? Et qu'est-ce que c'était que les États-Unis à l'époque? Parce que là, on devient géographe. On n'est plus historien, on devient aussi géographe. Il faut savoir aussi ce que c'est que les États-Unis de l'époque. Alors, la première chose que je vais commencer à faire, c'est savoir qu'est-ce que c'est que ces missions qui sont en Louisiane. Parce que je vois que Mathias part en Louisiane. Donc, il va falloir que je vois la géographie de la Louisiane aux États-Unis et puis comment ça s'est fait. Alors, on retrouve encore ce fameux cardinal Fesch qui est toujours à l'origine. Et puis alors, il va y avoir, et ça va être ma grande découverte, c'est ça qui va me faire mon fil conducteur, c'est la congrégation de la propagation de la foi. Et c'est ça qui va me servir de fil conducteur. Parce que je ne sais pas vraiment ce que c'est que cette congrégation de la propagation de la foi, à part ce que je sais sur Pauline Jaricot. Parce qu'à Lyon, qui n'a pas entendu parler de Pauline Jaricot, qui ne sait pas ce qu'elle a fait pour la propagation de la foi, on le sait tous. Mais pas en détail, mais pas à partir des missions de Louisiane. Et puis qu'est-ce que ça vient faire avec Mathias? Donc voilà, il va falloir que je travaille là-dessus. Donc qu'est-ce que je fais? Écoutez, je vois tout ce qui est écrit à ce sujet sur Internet. Je fais des recoupements pour vérifier que les choses sont bien actées, parce qu'il y a des gens qui peuvent raconter quelque chose qui n'est pas forcément exact. Donc je fais des recoupements de dates, des recoupements de lieux, des recoupements d'informations, et je vais découvrir que la congrégation de la propagation de la foi est à Rome, en particulier, elle a été fondée à Rome avec le cardinal Fesch, qui est Monseigneur Dubourg. Et cette congrégation de la propagation de la foi, et c'est ça qui est extraordinaire, elle finance les missions à l'étranger. Elle va financer les missions en Océanie, en Afrique et notamment aux États-Unis. Et regardez ce que je trouve, 7 millions de dollars en un siècle. Entre 1822 et 1922, la congrégation va fournir 7 millions de dollars pour ses missionnaires. Alors, qu'est-ce qu'elle paye aux missions? Bon, je me suis quand même demandé. Elle paye surtout les voyages. Aux missionnaires, par contre, de se débrouiller sur place. Elle envoie un petit peu d'argent pour construire des cathédrales, enfin des cathédrales ou des églises, etc. Elle envoie un petit peu d'argent pour que ça s'organise, mais aux autres de se débrouiller sur place quand même. Mais elle finance surtout les envois, les voyages et les recrutements. Voilà, c'est surtout ça qu'elle fait. Alors je vais voir que ce Monseigneur Dubourg en 1817, qui recrute Antoine Blanc, qui lui est de Sury-le-Comtal, et surtout Michel Portier, qui est de Montbrison. Et c'est ce Michel Portier dont vous avez le portrait en bas à droite, qui est celui qui va recruter Mathias. Michel Portier, c'est l'évêque de Mobile. On va me dire, Mobile, c'est quoi Mobile? Il va falloir que j'aille chercher ce que c'est que Mobile. Donc, vous voyez que chaque fois que je tombe sur quelque chose, il va falloir que j'aille chercher. Donc, honnêtement, cartographie, géographie, et tout ce que je peux trouver sur Internet à ce sujet. Alors, Michel Portier, évêque à Mobile, donc ça, je vais le trouver relativement facilement. Et je vais voir que ce Monseigneur Portier, qui a été nommé évêque à 29 ans quand même, ça ne sera pas le cas de Mathias Loras, beaucoup plus tard, lui, revient à Lyon en 1827 pour recruter des missionnaires dont il a besoin pour son diocèse.
pour l'évangélisation du diocèse, pour l'organisation du diocèse. Et quand il vient à Lyon, eh ben, il va recruter des Chartreux. Et voilà mon Mathias Loras sur la bonne voie pour partir. Et quand on le connaît, quand on le voit, quand on voit d'où il sort, on comprend qu'il se soit enthousiasmé pour ça. Et on comprend qu'il n'ait pas hésité à partir. D'autant plus qu'entre nous soit dit, il sortait de Meximieux et de l'Argentière où ça ne s'était pas finalement très bien passé. Il revient au Chartreux, il ne sait pas trop quoi, que faire de sa peau. Eh ben hop, tant qu'à faire, c'est l'idée, c'est vraiment idéal pour lui, il va partir. Et il va s'embarquer. Et voilà, 1er novembre 1829, on embarque au Havre. Alors je me suis dit, pourquoi le Havre? Ben, c'est comme ça, hein, c'est le Havre. J'aurais pu partir ailleurs, ben c'est le Havre. Alors, le Havre, alors pourquoi le Havre? Attention, ils vont à la Nouvelle-Orléans, parce que Mobile, eh ben Mobile, c'est une petite ville qui est à côté de la Nouvelle-Orléans, c'est-à-dire sur le golfe du Mexique. Donc on n'est pas du tout à New York. On est dans le sud. Donc on va faire le tour de la Floride, revenir dans le golfe du Mexique, pour ceux qui voient un peu la géographie. On va à la Nouvelle-Orléans, où il y a eu toutes ces inondations il y a quelques années. Et à côté, à une centaine de kilomètres de la Nouvelle-Orléans, je vous montrerai les cartes tout à l'heure, on a le diocèse de Mobile avec Monseigneur Portier. Donc il est au sud. Donc si vous voulez, Mathias arrive vers la Nouvelle-Orléans. Et c'est pourquoi il embarque au Havre. Et pourquoi? Parce que le Havre est le port pour l'importation du coton venu de la Nouvelle-Orléans vers les manufactures alsaciennes et voire allemandes. Et voilà pourquoi il embarque au Havre. Les clippers vides prennent des immigrants au retour, qui émigrent. Alors moi j'ai trouvé ça à la suite des guerres de Napoléon, surtout des Allemands. Alors on trouve beaucoup d'Allemands, hein, pour des problèmes de politique, de liberté, utopique, le rêve américain, et puis la misère paysanne. Donc voilà les 3 critères d'émigration. Je regarde un peu l'heure, ça va? Ça va? Bon, j'arrive un petit peu plus vite. Donc mon Loras, alors il embarque le 1er novembre 1829, il a 37 ans, je le répète. Le 24 décembre, il arrive à la Nouvelle-Orléans, donc il a mis presque 2 mois, hein. À la Nouvelle-Orléans, ils vont avoir 8 jours d'attente parce qu'il y a du refoulement, il y a un petit peu de vent. Enfin, ils n'arrivent pas à débarquer comme ils veulent. Ils vont finir par débarquer et à ce moment-là, ils prennent une goélette en direction de Mobile et ils arriveront le 6 janvier, arrivés à Mobile. Vous voyez quand même que c'est pas n'importe quel voyage, c'est quand même long. Alors je vous dis tout de suite que nous n'avons pas, comme pour New York, les passengers d'Ellis Island. Donc on n'a pas la liste des passengers qui débarquent comme on a pour New York. Donc voilà. Là, qu'est-ce qui me fait dire qu'il a fait ce périple? Eh bien, tout simplement, comme je vais vous le montrer tout à l'heure, les lettres, la correspondance qu'on a trouvée de Loras à sa famille. Voilà. Il y a toute une correspondance qui est aux œuvres pontificales, qui a été retranscrite d'ailleurs, hein, toute une correspondance qu'il faut éplucher, qu'il faut lire, qui est énorme et qui relate à la fois tous ces périples de Mathias et à la fois toutes les missions qu'il va faire. Voilà. Et c'est grâce à cette correspondance qu'on va pouvoir reconstituer les missions de Loras. Oui, madame. Alors, le paquebot, enfin, le voilier. Oh, le problème de ce voilier. Vous avez bien fait de poser la question, parce que j'avais pas mis ça. J'avais mis un magnifique tableau que j'avais trouvé en couleur. Un magnifique tableau en couleur. Je le trouvais magnifique. Et le tableau était de 1840. Donc moi, j'étais tranquille. Je me suis dit, ben voilà, mon voilier. Et puis, j'ai eu l'occasion de montrer ce diaporama à des amis généalogistes et il y a un qui m'a dit, attention, c'est pas bon ça. C'est pas parce que le tableau est 1840 que le voilier, lui, il est 1840. Ah, c'est pas bon.
Alors j'ai dit bon. Et il m'a dit non, non, je t'envoie par mail le bon voilier. Et il m'a envoyé le bon voilier de 1840. Voilà. Alors là, vous pouvez dire, lui, il s'y connaît. Donc c'est le bon voilier. Moi, j'y connais rien. Mais comme quoi, vous voyez, un tableau 1840, vous dites bon, ben, c'est bon. Eh ben non. Eh ben c'est pas forcément vrai. Oui. Alors, pour les migrants pour New York, nous avons les listes de passengers qui sont sur Internet. Pour les autres, c'est dans les ports et encore à condition qu'ils aient été conservés. Ah, il n'y a rien du tout sur Internet. Les Passenger Ellis Island. Là, vous avez les passagers d'Ellis Island. On les trouve, pour New York, on les trouve sur Internet. Mais je vous en montrerai un tout à l'heure, parce qu'à un moment donné, Mathias revient et il passe par New York. Je vous montrerai un extrait des passengers. Par contre, pour les autres, je ne peux pas vous dire, ça dépend des ports. Parce qu'il y a Bordeaux, il y a Rouen, il y a Le Havre. C'est compliqué, les ports. Hein. Alors, nous continuons. Alors, nous allons voir un petit peu un mobile. Alors, voilà, je vous ai mis en rouge l'Alabama. Donc, vous voyez la Floride, vous reconnaissez. Et en rouge, voilà, le golfe du Mexique. En rouge, l'Alabama, entre la Louisiane, la Géorgie et la Floride. Compte tenu que l'Alabama, c'est le diocèse de Mobile. Voilà, alors c'est une petite ville d'exportation du coton, comme je vous ai dit, avec un gros marché d'esclaves. Et ça m'a quand même posé un problème. Parce que je me suis dit, comment est-ce qu'il réagissait quand même, Mathias, comment il a réagi quand même à l'esclavage? Bon, attention, hein. Il faut pas que nous, on se projette avec notre mode de vie et notre mode de pensée. Ah, attention, eux, ils raisonnaient pas comme nous. Bon, voilà. Et finalement, je m'aperçois que l'esclavage... pourtant, on est le pays de la liberté. Hein, on vient de faire la révolution pour la liberté. Mais alors, lui, avec ses tragédies familiales, je pense pas que la liberté, ce soit l'essentiel. Donc, je m'aperçois que dans les écrits, dans les correspondances, l'esclavage, ça va de soi. D'ailleurs, on le voit, il le dit en dessous, « Je partageais mon temps entre la lecture de l'anglais et l'aide que je pouvais apporter à ces pauvres esclaves, que j'essayais de consoler au milieu de leurs travaux, et dont je baptisais plus de 30. » Ah, voilà l'essentiel. Ben oui, il n'est pas prêtre pour rien. L'essentiel pour lui... c'est ces 30 esclaves baptisés, l'esclavage en soi, ben voilà, ça va de soi. Alors les missions, puisque il est à Mobile, Monseigneur Portier va lui donner des missions, ces missions, le prêche. Ah oui, mais il va falloir le faire en anglais. Donc il va falloir vite apprendre l'anglais, hein. Les constructions d'églises, le catéchisme, des bénédictions, évangélisation, tout ça à cheval et en canot. Pourquoi? Ben, représentez-vous le paysage de l'époque. C'est quoi? C'est des mangroves, c'est de l'eau, c'est des alligators, bon, c'est tout ce que vous voudrez. Il faut le faire, hein. C'est des forêts, des rivières infectées vipères, de fièvre jaune, de typhus, de maringouin, d'alligators, etc. Lui, il passe à travers tout ça. Il a rien. Il y a quelques missionnaires qui vont, oui. Il y en a un ou deux, ils vont trépasser. Mais alors lui, pas du tout. Il passe à travers tout ça, tout est parfait. C'est vous dire la force de la nature. Ah, ben c'est une force de la nature, hein. Il est beau, là. Hein. Il est beau, là. Enfin, avouez quand même qu'il est beau. Ah ben moi j'ai vu, si, de visage, si, de visage. Bon, enfin, bon. Si, moi j'ai vu que c'était l'Horace, hein. Oh, j'ai fouillé énormément, dans beaucoup d'endroits. Ah, c'est peut-être son neveu. Ah, bon, c'est peut-être le neveu. Bon. Ah ben peut-être, alors il se ressemble beaucoup. C'est pas lui, alors c'est peut-être le neveu. D'accord. Alors,
on passe au golfe du Mexique. On va voir un peu les cartes pour comprendre. Parce que maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est les missions qu'il se donne, enfin qu'on va lui donner, et tout le territoire qu'il va parcourir. Donc lui, il est en Louisiane. Donc vous voyez le golfe du Mexique, vous voyez la Floride, vous voyez Mobile, et la petite ville de Mobile. Et lui, il va parcourir tout le territoire de l'Alabama qui est là, pour faire les missions que lui donne Monseigneur Portier. Donc voilà. Et il va écrire à sa mère en 1831. Alors, les lettres sont transcrites, hein, c'est pas son écriture. Hein. Maintenant, vous pouvez dire que vous avez un fils missionnaire. Depuis 1 mois, nous parcourons notre vaste diocèse, l'Alabama. Regardez, à plus de 100 lieues de Mobile. Alors, je vous ai fait 482 kilomètres à pied, à cheval ou en canot. On n'est pas en voiture, hein. On est bien d'accord, hein? Ma très chère mère, deuxième lettre. Alors, il y a toute une série de lettres. Alors, ce qui est intéressant, c'est de prendre les anecdotes, hein, parce qu'on ne va pas vous les transcrire. J'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai éprouvé dernièrement la plus grande consolation que le bon Dieu ait pu me procurer, c'est d'avoir prêché en anglais. Enfin, ça y est, il parle anglais couramment. Et puis alors, j'ai trouvé une lettre qu'il écrit à sa mère, qui est extraordinaire. Je vous la raconter un petit peu. Vous m'avez manifesté le désir d'avoir quelques renseignements sur les usages de ce pays. Alors, je vous parlerai aujourd'hui des repas américains. Voilà, il va être invité durant ce voyage qu'il va faire dans une maison coloniale, vous savez, où il y a une belle réception par les les Américains, puisqu'à l'époque c'est les Américains. Hein, la Louisiane, il y a longtemps que c'est plus français. Hein. Et alors, regardez ce qui va le choquer. On enlève son gant pour serrer les mains. N'oubliez pas qu'il est prêtre. Et que jamais en France, un prêtre va enlever des gants pour serrer les mains. Et même, il ne serre pas les mains. Hein, il a toujours les mains, contre lui. On ne serre pas les mains. On fait un signe de tête. Hein, c'est le principe de l'ecclésiastique. Oui, mais là, on est aux États-Unis. Alors, regardez la mentalité américaine. On enlève le gant, on serre bien les mains. Manger tous les mets, viande et légumes à la fois dans une seule et même assiette. Et qu'est-ce qu'on fait à l'heure actuelle aux États-Unis? Comment on vous sert? On vous donne une grande assiette, on vous met la viande, les légumes, tout à la fois. Oui, mais à l'époque, en France, on faisait différents services. On vous mettait la viande, après on vous servait les légumes dans une autre assiette, et dans une autre assiette le pain. Là, on met tout à la fois. Ça l'étonne, lui. Il connaît pas. Et puis, terminer le repas par un verre de madère. Ça aussi, c'est un peu nouveau. Mais il n'y en a pas qu'un. En réalité, il y en a plusieurs. Lui, il n'en prend qu'un, mais il y en a plusieurs. Et puis, être servi par les esclaves. Alors ça l'étonne pas, il met ça coule dans la phrase. On est servi par les esclaves. Donc ça va de soi. Par contre, le fait du verre de madère, ça va le gêner. Et il va, toute sa vie d'évêque, parce qu'après il va être nommé évêque, toute sa vie, il va lutter contre l'alcoolisme de son diocèse. Et même du diocèse de Mobile. Et oui, les colons, les gens, ils aboient. Ça boit énormément. Et ce sont des rixes, et que ce sont des violences conjugales et autres. Et ce sont même des morts à cause de l'alcool. Et il va vraiment lutter contre l'alcoolisme. Ça va être, je pourrais presque dire, un de ses chevaux de bataille. Et on le voit d'ailleurs dans plusieurs lettres où il revient à ce sujet. Alors, on va voir quelques cartes. Hein. Bon, carte en 1803, avant de la Louisiane aux Américains, alors évidemment, bon. Alors, nous, on va monter jusqu'au Wisconsin, là, le long du Missouri, l'Arkansas, l'Iowa. Vous voyez, l'Iowa, le Wisconsin. C'est là-haut qu'il va monter quand il va être nommé à son diocèse. Et là, moi qui connais quand même, vous connaissez bien la Floride, je connaissais pas trop bien cette région, je vais découvrir que c'est tout le long du Mississippi. Donc on remonte tout le Mississippi.
Alors, bon, cette carte est moins intéressante. La voilà. Alors, le Mississippi coule du nord, c'est-à-dire au nord du Minnesota, là, vers le golfe du Mexique. Est-ce que vous le voyez, ce grand fleuve qui descend, vous voyez? Ouais, on le voit bien tout en bleu, hein. Et il traverse l'Iowa, le Wisconsin, Minnesota en haut, Saint-Louis, Dubuque, où il va créer son diocèse. La prairie du Chien, on va y revenir. Saint-Paul. Alors, toute cette région, c'est une région de castors, de loutres, de cerfs, je suis allé chercher ça, des pays d'eau et de forêt, j'ai essayé de voir un petit peu à quoi ça correspondait. Voilà une idée de ce que c'est. Voilà. L'Horace, il va être nommé évêque à Dubuque en 1837. C'est-à-dire que Monseigneur Portier va trouver que c'est un homme exceptionnel et il va lui dire, il faut créer un diocèse au nord des États-Unis, dans l'Iowa, donc vous partez. Et il va partir. Mais il ne connaît rien là-bas, rien. Il ne connaît même pas le pays, il n'y est jamais allé, il ne sait pas à quoi ça ressemble. La première chose qu'il va faire, c'est retourner à Lyon. Il faut recruter. Qu'est-ce qu'il peut faire tout seul? Pas grand-chose. Il faut qu'il ait avec lui 1 ou 2 missionnaires, au minimum. Parce qu'il ne peut pas lâcher non plus son diocèse pour partir au fin fond et puis laisser le vide derrière lui. Donc il va retourner à Lyon. Et la première chose qu'il fait, c'est retourner chercher au moins 1 ou 2 missionnaires. Et il va revenir avec un abbé qui s'appelle l'abbé Pelamourguès, qui est de Rodez, je crois, et que j'ai beaucoup aimé, cet abbé, parce qu'il a laissé, lui, des écrits à la plume. Donc lui, on retrouve son écrit, c'est pas une transcription de l'Horace, c'est vraiment les lettres de Pelamourguès, où il raconte notamment la première mission qu'il va faire avec l'Horace dans l'Iowa. Alors, voilà, on va reprendre un petit peu le territoire. Donc, est-ce que vous voyez Dubuque? Donc, Dubuque, ça va être là où il va installer le siège du diocèse et il va remonter, vous voyez, la prairie du chien tout le long du Mississippi. Il va découvrir cet énorme territoire de l'Iowa qui touche un peu le Minnesota et qui touche le Wisconsin à droite. Donc, cet énorme territoire qu'il ne connaît pas du tout. Alors, quand il va y arriver, il est en 1839, etc. Donc, en 1840, on compte 8000 habitants, mais dispersés, hein. C'est un énorme territoire, 8000 habitants complètement dispersés. Et voilà les églises qui pouvaient exister à l'époque et qui étaient des églises de bois et de rondins, hein. C'était pas autre chose. Alors, ses débuts comme évêque de Dubuque. Et c'est intéressant parce qu'il va écrire à son confrère de Saint-Paul, qui est au nord du Minnesota, tout à fait au nord de la Louisiane, et il va lui poser des questions qui sont quand même incroyables. Quelles sont les limites du diocèse? Ouais, quand il part vraiment à l'aventure. Quel est approximativement le nombre d'habitants? Qui sont-ils? Irlandais, Allemands, Français, sauvages? Il ne sait rien. Quelle est la qualité du sol? Le climat est-il froid à cause de la latitude? Y a-t-il des Indiens catholiques? Combien de prêtres dois-je recruter? Un prêtre parlant allemand serait-il nécessaire? Donc on voit qu'il part dans c'est le brouillard le plus complet. Il ne connaît rien, ni du sol, ni du climat, ni de la faune, ni de la flore, ni des habitants, rien du tout. Il ne sait même pas s'il y a des Allemands, des Irlandais, combien était une de catholiques, il n'en sait rien. Il ne sait rien. Donc c'est l'aventure la plus complète. Donc je dis, il part d'abord à Lyon, il va recruter un missionnaire, je crois, ou 2 missionnaires. Il va aussi trouver des finances, il va à la propagation de la foi, et puis il va chercher de l'argent, parce que il faut bien vivre, hein. Voilà. Et il n'arrive à Dubuque qu'en avril 1839. Donc, vous voyez, c'était pas la peine d'aller à Dubuque pour y aller tout seul. Ça servait à rien. Il fallait qu'il y aille avec de l'argent et avec de l'aide. Donc, il va y aller et le voilà. Et tout de suite, il part.
s'arrête pas. Dubuc, c'est 24 heures. Dès le lendemain, il part avec le fameux abbé Pelamourguès, il part avec un sioux, interprète, ben oui, ça vaut peut-être mieux, hein, quand même, et il va entreprendre une visite, ce qu'on appelle une visite épiscopale de son diocèse. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Et il va découvrir des forêts, des marécages, des hordes de moustiques, de la grosse chaleur, des multiples rivières, des petits lacs au milieu de prairies de bois, tantôt à pied, tantôt en canot, vous voyez, ou pataugeant dans les ruisseaux. Il remonte le long du Mississippi, il s'arrête au Fort Saint-Pierre, ou découvre des Français, voilà des catholiques, et des Indiens ravis de les voir. Les Indiens les Sioux sont extrêmement pacifiques. Et ils vont les appeler les robes noires. Alors, j'ai trouvé le mot en sioux, c'est des chinasapas. C'est le terme sioux pour les robes noires. Les robes noires, ce sont les prêtres, les missionnaires qui viennent vous aider. Parce que quand ils arrivent dans les villages sioux, eh bien, ils servent aussi de médecins. Ils servent aussi ils sont là pour aider, ils sont là pour évangéliser, mais ils aident bien aussi. Et alors, j'ai trouvé Monseigneur Portier, qui écrit à l'Horace en lui disant « Aucun salaire, aucun jour de congé, aucune récompense, aucune pension, mais en revanche, beaucoup de travail pénible, pour habitation un taudis, très peu de consolation, beaucoup de désappointements, des maladies fréquentes, une mort violente ou isolée, une tombe inconnue. Si vous ne s'en sentez pas prêt d'accepter, ne venez pas. N'y allez pas. » Bon, ça donne envie. Lui, ça l'a pas arrêté, hein. Il est parti. C'est assez amusant, hein. Bon, voilà. Depuis 10 ans, rien n'a découragé l'Horace. Ce diocèse, c'est sa récompense. Il va en faire quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Alors on a quelques écrits encore qui sont quand même assez extraordinaires. Il écrit à une de ses sœurs: me voilà revenu de Saint-Pierre, c'est ma seconde mission. Elle n'a duré qu'1 mois, mais elle a été couronnée de succès. J'étais parti de Dubuque dans un grand et magnifique bateau à vapeur parce qu'il est sur le Mississippi, et accompagné toujours de ce fameux abbé. Après quelques jours de navigation sur le Mississippi, le beau lac Pépin, tiens, je voulais trouver le lac Pépin. Regardez-le, hein, je l'ai trouvé sur Internet. Bon, nous sommes arrivés à Saint-Pierre, au fort Saint-Pierre, ce fort situé, qui porte son nom sur le grand fleuve, position avantageuse. Vous avez des quantités de lettres, vous voyez, les lettres de Monseigneur L'Horace, évêque de Dubuque, à sa sœur, etc. Et là, il va découvrir 185 catholiques dont L'Horace a pris tous les noms. Il va en baptiser 56, il va faire 8 confirmations, il va faire 4 mariages, et il va communier 53 adultes. Donc vous voyez que c'est sa mission. Vous voyez, on voit bien son travail. Au fur et à mesure qu'il avance, qu'il missionne dans ce territoire, eh bien voilà son travail. Et alors là, on a les Indiens. Faut pas les oublier. Après 15 jours de séjour à Saint-Pierre, nous avons songé à notre tour pour visiter les villages indiens qui sont sur la rive du fleuve. Nous avons acheté un canot fait d'un seul tronc d'arbre. Et le mardi 9 juillet, conduit par un jeune sauvage, nous nous sommes confiés à la Providence sur cette frêle embarcation. Il a quand même un style un peu... à 7 miles. On voit qu'il parle anglais, hein. C'est des miles, hein. Nous avons abordé au village du Petit Corbeau, entièrement composé de sioux. Nous avons vu la veille le chef, etc. Bon, vous en avez 3-4 pages, hein. Il fume le calumet de la paix. Eh oui, il est bien dit, il fume le calumet de la paix. Et il fait cadeau aux Sioux de quelques livres de tabac. Il leur offre du tabac, c'est peut-être pas bien, mais il leur offre. Et en échange, il reçoit une longue pipe en bois plate, peinte et ornée de rubans, d'hiéroglyphes et de plumes d'oiseaux, et leur promet un ministre de la prière revêtu de la robe noire. Donc vous voyez tout de suite, ça dit bien, on voit bien ce qui se passe. En 1 mois, durant ce périple, il aura baptisé cette fois-ci 76 personnes, confirmé 60 adultes,
communié 119 fidèles, béni 24 mariages, fait les préparatifs pour la construction de 2 églises à Saint-Pierre, messis multa. Vous pouvez traduire? Et beaucoup de messes, et de nombreuses messes. Voilà, je vous les ai mis un peu de latin. Et regardez sa signature, la croix de l'évêque, n'est-ce pas? Mathias, évêque de Dubuque. Voilà. On arrive à la fin. Alors là, c'est un petit document que j'ai trouvé Le bâtiment ferme dans 5 minutes. Bon. Alors, on va attendre quand même 5 minutes. Hein. La lettre d'un missionnaire à Monseigneur Loras, parce que ça c'est extraordinaire. Je demandais aux puants s'ils avaient entendu parler du déluge. Ils me dirent que les premiers sauvages racontaient que toute la terre avait été couverte d'eau. Qu'un sauvage se fit un grand canot, qu'ensuite il envoyait 2 pigeons, dont l'un revint avec une branche d'arbre. Voilà comment on explique le déluge. Bon, allez, elle m'a dit d'avancer. Donc, des missions périlleuses. Une fois, il manque se noyer dans une rivière, qu'il raconte d'ailleurs en 1844, avec son cheval. Hein. Il essaye de passer la rivière, on voit le cheval qui essaye de passer la rivière. Hein. L'eau était à une telle hauteur que ma malle surnage et s'envale flottant. Le cheval perd pied, je le pousse, je le frappe, le menace, enfin il arrive à atteindre l'autre rive. Et regardez, une fois, il a failli être tué en revenant de New York par la destruction d'une diligence qui descendait une montagne. Donc, vous voyez que tout ça n'est pas sans péril. Un document assez exceptionnel, un document qu'il envoie à la propagation de la foi c'est un document de comptabilité, mais regardez, il est en gourde. Au lieu de mettre des francs ou des dollars, il est en gourde. Alors, je me suis demandé ce que c'était que la gourde. Eh bien, une gourde égale une piastre égale $1. Alors, je vous le dis, si vous trouvez des documents comme ça, moi, c'est la première fois que je voyais un document de comptabilité exprimé en gourde. J'avais jamais vu ça. Donc là, par exemple, pour la cathédrale du Buc, eh bien, il y a 2200 gourdes. Donc $2200. C'est ce que ça a coûté. Par exemple, l'ensemble de ce document fait 6600 gourdes, c'est-à-dire $6600. Alors, nous voilà à la fin. Voilà, bon, le rapport de Monseigneur Loras, voilà, il va créer la cathédrale de Dubuque, qui sera dédiée à Saint-Raphaël. Il aura construit 15 églises avec des cimetières, jardins, logements. Il aura établi une communauté des Sœurs de la Charité, une de Trappistine. Il aura donc créé un séminaire. Et c'est ce fameux séminaire, le voilà, parce que ça vaut le coup. La peau de puma. Oui, on va pas échapper à la peau de puma quand même. Il a ramené au Chartreux, lors d'un de ses voyages, une peau de puma. Alors, quand on regarde le portrait de Mathias, quand on agrandit, vous voyez la tête de puma. Alors, je me suis demandé qui était devenu cette peau de puma. Je crois qu'elle a fini en descente de limiteuse. J'ai lu ça dans un journal. Vous avez lu ça aussi, voilà. Et puis voilà. Alors, ce qui est extraordinaire, regardez le collège Loras, qui est à Dubuque et qui est en activité. Il est là, avec la statue de Loras devant. Ah non, pas du tout, c'est un collège, c'est une institution privée. Non, c'est un collège comme le lycée de la Martinière, non, c'est le collège Loras qui a des élèves comme Ampère à Lyon. Non. Et ce séminaire, devenu collège, porte son nom, le collège Loras, et tout le monde le vénère comme un saint. Les parents sont fiers de donner son nom Loras comme prénom à leurs enfants. Et à Dubuque, vous avez plein d'enfants qui s'appellent Loras. Au lieu de s'appeler Jean ou Pierre, il s'appelle Loras. Il est enterré à Dubuque ? Oui, il est enterré à Dubuque. Oui, il est mort à Dubuque, il est enterré à Dubuque. Non, il est mort à Dubuque. Regardez la petite ville de Dubuque, si elle n'est pas belle. C'est typique, hein. C'est typique du Wisconsin. Voilà, ça, on voit la même chose. Voilà. Et là, vous avez la magnifique statue de Loras devant le collège. Chaque fois que les élèves quittent le collège de Loras, ils tombent sur la statue. Voilà, écoutez...